Vous êtes bien installés? Alors, on va commencer. On m'a donné des feedbacks. La semaine dernière, j'ai fait plein de conférences, on m'a donné des feedbacks. Et la première question qui m'a été posée juste à la fin, ça a été au fait, qui tu es? C'est une bonne question, peut-être j'aurais pu me présenter. La deuxième question, c'est en fait, on t'a invité parce que tu avais écrit un bouquin, ce serait quand même bien que tu en parles. Je dis, bon, ça c'est quand même deux trucs faciles à corriger, je peux le faire. C'est dans mes cordes. Je suis super content d'être à Agile Tour-Rennes. C'est écrit, non? C'était super facile de trouver un logo d'Agile Tour-Rennes. Je fais une capture d'écran, au bout d'un moment, j'en avais marre de chercher. Et du coup, j'ai même oublié de mettre le hashtag pour la conférence. C'était moche. Parce que quand vous allez tweeter des trucs, les organisateurs, ils seront super contents de voir le hashtag de la conférence. Et je voulais le mettre là, et puis j'ai oublié. Parce que j'en ai mis un, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a 2 secondes que c'était pas le bon. Puis il faut rajouter 18 après. Ah, t'es Rennes 18. Rennes, il y a 2 N. Facile. Donc ça, c'est moi. J'ai commencé dans l'industrie automobile. J'ai monté une boîte dans le web au début du web. C'était très drôle. Une boîte qui a eu une croissance assez incroyable. Et en fait, c'est un truc que j'ai retrouvé dans plein d'expériences, c'est de commencer tout petit et d'avoir une croissance incroyable. On était 3, on était 850 après, au bout de quelques années. Du coup, j'ai travaillé dans le service public pour pour utiliser le web, pour simplifier l'administration. C'est magique, hein? Vous avez l'impression que c'est pas simple, mais c'était pire avant. Et c'est des grandes organisations qui sont super intéressantes, parce qu'il y a plein de gens qui sont motivés, qui ont une vraie mission. Ils ne sont pas là par hasard, hein, ils ont une vraie mission. Ils ont choisi ça parce que c'était une mission, d'être au service des autres. Donc c'est beau, c'est des belles organisations avec qui travailler. Et ensuite, j'ai refait du conseil, j'ai refait ça, puis j'ai accompagné une petite boîte, qui était une toute petite start-up. Quand je les ai rencontrés, c'était 3. Et qui a beaucoup grandi et qui a été rachetée par une boîte encore plus grande, dont je vais vous parler un petit peu après, puisque je suis dans l'équipe de leadership de l'engineering de Red Hat. Peut-être certains connaissent Red Hat. Et un là-bas, c'est bien. C'est quand même une bonne chose. Ça me fera vraiment plaisir que vous tweetiez des trucs, ça fera plaisir aux organisateurs de la conférence, et vous pouvez m'écrire pour me donner du feedback. Si vous avez un truc que vous avez bien aimé, que vous pouvez dire juste avant le truc que je devrais améliorer, c'est encore mieux, hein, mais faites comme vous voulez. S'il n'y a que le truc à améliorer, ça me va aussi. Vous avez eu des chocolatines? Il y a eu une réclamation. C'est que des pains au chocolat? Pas de chocolatine? Voilà. Benji doit être triste, il est dans une autre salle, mais ça doit être dur pour lui. Alors donc ça c'est le bouquin, on en a parlé. Donc là maintenant j'en ai parlé, j'ai fait tout le truc, tout le feedback, j'ai tout fait là. Donc maintenant on va faire tout le reste. Mais avant ça, on va quand même faire un truc ensemble, parce que je sens bien que... vous êtes un peu retombé en énergie, non? Bon petit déjeuner, hop, le ventre plein et pouf. Alors, on va faire un truc ensemble. Essayez de vous lever pour voir. Ça c'est bon, pas mal. On va essayer d'applaudir, mais tous ensemble, d'accord? Donc juste un claquement de main, mais tous ensemble. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes bien? On y va? Pas mal? On recommence? Ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est bon. Pour le claquement de main, on est bien. Maintenant, on va faire ça. Vous êtes prêts? On y va? Oui, tous ensemble. Attention, on est prêts? Vous voulez chanter? Allez-y, continuez, continuez. Allez! Allez, chantez, à vous! Allez! Oui, oui, allez! C'est impressionnant. À vous! We will. Oui! Waouh, waouh, waouh! Ah, vous êtes impressionnant. Parce que j'ai essayé ça à la maison en répétition, c'était vachement moins impressionnant. Là c'est vraiment beaucoup mieux. Ah, c'était beau, hein? C'était super, mais c'était moins impressionnant. Là, j'ai... Ça va, vous êtes bien?
On est en 1519 et Cortés arrive en Amérique. Alors Cortés va en Amérique pas en touriste, Cortés va en Amérique pour être riche. Cortés s'attend à trouver des indigènes et il va tomber sur les Aztèques. Un empire extrêmement avancé, extrêmement bien organisé. Et le boss, c'est Montezuma. C'est une organisation extrêmement centralisée. Pour vous donner une idée, la caste dirigeante ne parle même pas la même langue que le reste de la population. Alors, Cortés va faire un deal assez simple avec Montezuma. Il n'est pas venu pour rien. Il va lui dire, bah, en fait, tu me donnes ton or ou je te tue. Bon, Montezuma va lui donner l'or. Bon, Cortés va quand même le tuer. On n'avait pas dit que c'était un homme de parole. Mais ce qui nous fait dire à ce moment-là, on l'enlève, elle ne reviendra plus, c'est bon. Ce qui fait dire à certains qu'en fait les organisations centralisées, c'est un peu comme des araignées. Couper une patte à une araignée, elle va être diminuée. Couper la tête, elle meurt. L'Empire aztèque, en 2 ans, empire qui a plusieurs centaines d'années, va disparaître. Si on compare ça avec les Apaches sont là aussi à cette époque-là. Et les Espagnols vont appliquer la même technique, technique Cortés-Montezuma. Ils vont voir un leader, ils vont le tuer, et les Apaches sont toujours là. Chaque fois qu'ils vont tuer un nouveau leader va émerger. Et ça va durer, les Espagnols, les Mexicains, les Américains après eux. Chaque fois qu'ils vont tuer un nouveau leader va émerger. Et ce qui se passe avec les Apaches, c'est que c'est comme pour les étoiles de mer. Vous coupez la tête d'une étoile de mer, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a tout dans une branche d'étoile de mer pour reconstruire une étoile de mer. Donc les branches vont repousser. C'est une organisation extrêmement décentralisée. Et c'était perturbant pour les gens qui essayaient de combattre les Apaches avec la technique Cortés-Montezuma. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas pourquoi un groupe à un endroit ou un groupe à un autre endroit allait agir de la même façon. Ils imaginaient même que ces groupes, pourtant distants physiquement, avec très très grande distance, puissent faire agir de la même façon. Donc ils imaginaient qu'ils avaient des techniques de communication extrêmement avancées. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui se passait, c'est que les gens suivaient un leader parce que le leader agissait suivant des valeurs et des principes qui faisaient du sens. Ce qui fait que vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui fait du sens par rapport à vos valeurs et vos principes, et vous le suivez. Personne ne va vous dire il faut me suivre ou suivez-le. Au point que dans la langue des Apaches, devoir n'existe pas. Vous suivez le leader, parce que ce qu'il fait est en accord avec vos valeurs et vos principes. Et si vous ne le suivez pas, c'est OK. Vous le suivez, c'est OK. Vous ne le suivez pas, c'est OK. Les logiciels open source sont par nature des organisations décentralisées. Vous connaissez des logiciels open source? Ouais. Vous savez ce que c'est, ça? Peut-être certains d'entre vous utilisent celui-là. Les gens, généralement, utilisent des logiciels open source parce que ça résout un de leurs problèmes. Par exemple, Firefox, c'est un navigateur. Vous pouvez l'utiliser pour naviguer sur Internet. Donc vous pouvez l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. L'idée, c'était de résoudre des problèmes. Et quand le mouvement du logiciel libre a commencé, c'était de résoudre des problèmes que l'on avait, mais de pouvoir corriger des problèmes aussi. Donc je peux contribuer aussi. Je peux améliorer le logiciel. Et je peux redistribuer les améliorations que j'ai faites du logiciel. Et qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui décide
quelles améliorations sont à faire. Alors il n'y a pas de président de l'open source. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut que vous fassiez. Vous le faites parce que ça correspond aux valeurs et aux principes qui sont partagés. Alors je vais vous donner un exemple. Ça c'est la mission d'une entreprise où je travaille qui fait des logiciels pour les entreprises. Et ça c'est notre mission. Alors vous avez compris que cette entreprise c'était Red Hat. Et les gens qui travaillent là pensent vraiment que ce modèle d'ouverture libère le potentiel du monde. C'est vraiment pourquoi ils sont là. Il n'y a pas que nous qui le pensons. Les gens qui sont là pensent ça. Donc ça fait partie des valeurs et des principes qui vont être partagés. Et du coup, on a travaillé pour définir les valeurs qui nous reliaient. Et on a défini ça. Puis on a voulu aller un peu au-delà pour se dire, mais c'est quoi ces valeurs et ces principes partagés et c'est quoi ce qui nous définit en tant qu'organisation. Alors si je reprends tous mes projets open source, on a des milliers de projets, des millions de projets qui existent. Il y en a qui sont tout petits, il y en a qui sont très gros. Et le principe même qu'il soit modulaire, la modularité des projets, est quelque chose d'important. Et les projets qui réussissent sont des projets qui vont limiter leur périmètre aux problèmes qu'ils veulent résoudre. Ils ne vont pas essayer d'étendre leur périmètre. Essayer d'avoir plus de monde pour traiter plus de problèmes. Ils vont limiter leur périmètre à un problème qu'ils veulent résoudre. Alors je vais vous prendre l'exemple d'un projet. Ce projet-là, il définit 7 principes de fonctionnement. 7 principes qu'on pourrait se dire dans un système d'information en interne ou dans le projet sur lequel vous travaillez, vous pourriez faire pas de l'open source mais de l'inner source, vous pourriez appliquer des principes similaires. Un des principes, par exemple, c'est l'extensibilité. Ah oui, si on limite le périmètre à quelque chose et que les gens voudraient bien faire autre chose avec le logiciel que vous êtes en train de fabriquer, soit vous leur dites non, en n'étend pas le périmètre, c'est quand même très frustrant qu'ils ne puissent pas résoudre leurs problèmes. Pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes, il faut que le projet soit extensible. Ce qui est intéressant, l'extensibilité, c'est que si vous soumettez du code, vous voulez contribuer à ce projet, bah, si ce que vous faites respecte ce principe d'extensibilité, vous avez des chances que ce soit accepté. Si vous ne le respectez pas, on va vous dire, bah, en fait non, ce que tu proposes n'a pas fonctionné parce que ça ne peut pas être extensible. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de choses quand vous définissez l'extensibilité. Et c'est assez facile à retenir. Il y a un autre principe, par exemple, c'est le fait que tout doit être automatisable pour réduire la charge d'opération. Bah, du coup, c'est assez facile de savoir si c'est automatisable ou pas. Alors, évidemment, on va vous aider si vous faites quelque chose et on va vous dire, bah oui, en fait, non, c'est pas automatisable, au revoir, on refuse ce que tu fais. On va pouvoir aussi vous aider, parce que c'est intéressant d'avoir des nouveaux contributeurs. Mais du coup, en 7 principes, on peut définir ce qui va permettre de prendre des décisions dans une communauté. Donc c'est les valeurs et les principes qui permettent de guider les décisions. Alors c'est important parce que quand on essaie de résoudre des problèmes, on a une faille dans notre raisonnement. C'est que souvent, on essaie de résoudre des problèmes en disant qui est responsable, qui est en charge. On a une tendance à vouloir centraliser. Et on pense que ça va être la solution à notre problème. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on essaie de centraliser, on va créer un goulet d'étranglement. Et du coup, on va ralentir toute l'organisation. On va même la mettre vraiment en grand danger. Donc c'est important de se dire, quand on essaie de résoudre un problème, la centralisation n'est pas forcément la bonne option. C'est même sûrement pas la bonne option. En tout cas, c'est sûrement pas la bonne option pour générer de l'auto-organisation. Il y a un des projets open source sur lequel j'ai travaillé. Le
projet commençait à avoir du succès, ils ont attiré plein de contributeurs, et dans ces contributeurs, il y avait des fabricants de matériel de stockage, il y avait des fabricants de matériel de networking, et du coup, ils ont eu peur que un constructeur particulier amène tellement de contributeurs que ça détourne le projet, ou ça l'oriente en faveur d'un constructeur plutôt qu'un autre. Et au départ de ce projet, c'était simple, c'était une collaboration entre les pairs. Donc, vous soumettiez du code et il suffisait que vous ayez deux autres contributeurs qui disaient « ouais, plus un, ça me paraît bien », et hop, votre code est émergé. Et du coup, ils ont eu peur de l'arrivée de plein de contributeurs qui venaient d'ailleurs, qui détournent le projet. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de résoudre le problème. Comment ils ont essayé de résoudre le problème? Ils ont créé une autre classe de contributeurs. Une autre classe de reviewers, qui étaient des core reviewers, et eux qui avaient le droit de donner un +2. Et pour que votre code soit mergé, il vous fallait 2 + 2. Vous pouviez avoir 50 + 1, vous n'aviez pas 2 + 2, vous ne pouvez pas merger votre code. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les core reviewers devenaient fous, parce qu'il y avait en effet plus de contributeurs. Eux, ils devenaient regarder le code, analyser si c'était une bonne idée de pouvoir merger. Et du coup, la pile de code qui était en attente d'être mergé continuait à augmenter. Et chaque fois qu'on mergeait quelque chose, il fallait forcément modifier tous les autres parties qui étaient affectées par cette modification, et ainsi de suite. Donc ça créait une énorme charge de travail qui, en fait, produisait aucune valeur. Juste parce qu'on avait donné ce tout petit pouvoir additionnel à des contributeurs. Il y a certains des projets qui ont été incapables de livrer quoi que ce soit après. Si je reviens à nos Apaches de tout à l'heure, c'est exactement le même problème. Les Apaches n'ont pas été vaincus parce qu'à la fin, il n'y avait plus de Montezuma. Les Apaches ont été vaincus parce que on a donné des terres et on a donné la responsabilité aux leaders émergents de devenir les représentants pour négocier, de devenir les responsables de la gestion de ces terres qu'on avait données pour eux, de devenir les responsables de distribuer le bétail et les ressources qui avaient été données. C'est comme ça qu'ils ont été vaincus. C'est en donnant un tout petit peu de pouvoir additionnel, un tout petit peu de responsabilité additionnelle à une personne. Donc c'est pas une attaque sur le leader, c'est une attaque sur les valeurs et les principes. Bon, j'espère qu'on n'a pas de natifs américains dans la salle, parce que sinon ils vont pas être très contents. Mais je trouve que cette histoire est importante pour illustrer la centralisation des organisations et la décentralisation des organisations. Et l'importance qu'on doit attacher aux valeurs et aux principes. Alors forcément, je vous parle de tout ça parce que quand on a essayé de travailler sur c'était quoi ce qui caractérisait les modèles de développement open source et comment on pourrait les appliquer dans d'autres organisations, on a essayé de regarder quelles étaient les caractéristiques. Et on a trouvé 5 caractéristiques importantes. Cette caractéristique, c'est la transparence. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, la transparence, c'est un sujet... qui est d'accord que la transparence, c'est important? On est quand même assez globalement d'accord. Mais c'est pas si facile, en fait, d'être transparent. Alors du coup, on a été obligé de mettre des caractéristiques parce que, par exemple, quand vous achetez une société, et quand vous êtes une société cotée en bourse, vous n'avez pas le droit d'en parler. Du coup, il y a des gens qui disent, bah, vous voyez, vous n'êtes pas transparent. Ah, donc on est transparent dans les limites de la loi. Hein, on vient de mettre une petite contrainte sur la transparence. L'inclusivité, c'est aussi quelque chose d'important, c'est inclure d'autres perspectives. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque, il y a des gens que vous aimez bien naturellement, immédiatement, et il y a d'autres gens où ça passe pas. Et vous ne savez pas pourquoi, vous ne les connaissez même pas. Ils n'ont même pas encore parlé. Il se trouve que on aime bien les gens qui sont comme nous. C'est marrant. Hein.
On a trouvé des équipes, en regardant leur profil psychologique, qui étaient presque tous du même profil psychologique. L'inclusivité, c'est inclure d'autres perspectives. Parce que forcément, si on pense tous pareil, qu'on a tous fait la même école et qu'on vient tous du même endroit, il y a des chances qu'on ait plus de mal à prendre en compte d'autres perspectives. Donc inclure d'autres perspectives, c'est un truc important. Et c'est vraiment important si on veut pouvoir avoir une organisation qui s'auto-organise. L'adaptabilité, c'est aussi important. L'adaptabilité, c'est prendre conscience qu'on doit mettre en place des boucles de feedback sur le produit ou le service qu'on propose, mais aussi sur notre façon de travailler. Et que ça ne va pas se faire tout seul, en fait. Tout ça, ça va nous permettre de collaborer. Pas de collaborer après coup, mais de collaborer, commencer quelque chose en collaborant. Bah, je fais un truc, puis bon, je vous le montre, puis vous me dites ce que vous en pensez, on le fait ensemble. Et on en arrive à la communauté. Et la communauté, c'est d'avoir un but, des valeurs et des principes qui sont partagés. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, nous, comment on va faire ça? Vous n'allez pas me le dire, je sais pas. Ouais, après, on va avoir un peu de temps pour des questions, ce qui fait que ça va me permettre de passer un peu vite sur des choses, puis du coup, les sujets qui vont vous intéresser, on va pouvoir y revenir dans les questions. Ça vous va? On rechante ou... Alors ça me permet de vous présenter Jacob et Ross. Alors pourquoi je veux vous parler de Jacob et Ross? Parce qu'ils ont un merveilleux sourire déjà. Mais pas seulement. Jacob et Ross, ils font le meilleur miel du monde. C'est rien quand même. Le meilleur miel du monde. Alors, le premier truc auquel j'ai pensé quand on m'a dit qu'ils faisaient le meilleur miel du monde, c'est... Bon, ouais. Bon. J'ai goûté. Goûté celui-là, le vert là. Et je peux vous dire, c'est vraiment excellent. C'est probablement un des meilleurs miels que j'ai jamais goûté. Il y a juste un problème, c'est que je ne suis pas vraiment expert en miel, parce que j'en mange pas vraiment très souvent. Je n'ai pas goûté tous les miels du monde. Du coup, sur la déclaration, c'est le meilleur miel du monde, je ne peux pas vraiment complètement vous le garantir, mais il y a des experts en miel qui le disent. Et je me suis dit, c'est quand même un truc, ça, parce que qu'est-ce qu'ils font, Jacob et Ross, pour faire le meilleur miel du monde? C'est un truc à regarder, ça. Quand vous tombez sur des experts dans un domaine, vous avez envie de savoir comment ils font. C'est quoi leur truc? Je dis, ils font un stand-up meeting le matin. C'est un truc, quoi. Comment ils font? Et c'est un truc quand même. Je dis, ça doit être des super leaders. Parce que le leadership, c'est important. Vous êtes d'accord, ça? Le leadership, c'est important. Alors, je ne vais pas faire un sondage complètement parce que je ne vous vois pas bien. J'ai compté au moins 3 personnes qui ont fait ça quand j'ai dit le leadership, c'est important. Quand même 3 à penser que c'est potentiellement important. Les autres, a priori, non. Donc pour ceux qui trouvent que c'est important, moi aussi, je trouve que c'est important, le leadership. Et souvent, on me disait, bah oui, mais le leadership, le truc qui est vraiment bien, c'est de montrer l'exemple. Le leadership par l'exemple, il n'y a que ça de vrai. C'est vrai, ça? Ouais. Et oui. Et moi, je me suis dit, c'est vrai que... En fait, c'est les abeilles qui font le miel. Et du coup, Jacob et Ross... montrer l'exemple... Bon, montrer où il faut butiner, enfin, je sais pas. Si, c'est doit y avoir autre chose. Alors, ouais, et on m'a dit, non, mais attends... Pas que le leadership, c'est aussi être un bon leader, c'est recruter les meilleures équipes. C'est constituer une bonne équipe. C'est s'appuyer sur les vrais talents de l'entreprise. Et
Alors je me suis dit, ben, en fait c'est ça, en fait, ils font le meilleur miel du monde puisqu'ils ont recruté les meilleures abeilles du monde. Et ils font ça depuis 10 ans. Alors il y a un problème dans ce truc-là aussi, c'est que la durée de vie d'une abeille, c'est 6 mois. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais c'est... Pouf, 6 mois. Turnover, on en parlait avec Cocan tout à l'heure, là pour Jacob et Ross, c'est une autre histoire quand même. Alors qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais... Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on écoute ce que Jacob et Ross font avec leurs abeilles, c'est que pour eux, le leadership, ça revient à savoir ce que font les abeilles et à créer les conditions pour que les abeilles puissent faire le meilleur miel du monde. Donc l'endroit où ils vont mettre les ruches, c'est important. Donc ils les mettent près de forêts qui n'ont pas été plantées par l'homme, des forêts qui sont là depuis toujours. Ça se passe en Patagonie, hein, c'est différent, c'est un léger avantage pour pouvoir faire ça. Ils font attention qu'il n'y ait aucun polluant dans une zone de 100 miles autour des ruches. Puis ils trichent un petit peu. Par exemple, ils plantent certaines fleurs à certains endroits que les abeilles aiment bien pour les guider à aller à d'autres endroits. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est créer les conditions. Créer les conditions pour que les abeilles fassent du miel. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, dans mon organisation, c'est pas avec des abeilles qu'on travaille, et que là, les abeilles, elles sont quand même un tout petit peu manipulées par Jacob et Ross, en fait, en vrai. Ah oui, j'entends. Vous allez peut-être pas manipuler les gens avec qui vous travaillez, mais n'empêche que créer les conditions pour que les choses se fassent, c'est probablement une meilleure idée que d'essayer de leur dire comment le faire. Et du coup, ça devient le leadership, c'est créer les conditions pour que on puisse s'organiser. Alors nous, on ne fait pas le meilleur miel du monde, mais ce serait quand même sympa de faire le meilleur produit qu'on puisse faire. Le meilleur service qu'on puisse faire. En se rappelant qu'on a une tendance à penser qui est responsable, qui est en charge, qui amène les croissants, ou les chocolatines. Ça veut dire que quand on travaille dans une équipe, les valeurs et les principes de l'équipe, c'est quelque chose d'important. Et investir un peu de temps pour savoir, en fait, c'est quoi nos valeurs et nos principes? C'est quoi ce qui nous guide? C'est quoi ce qui nous permet de prendre des décisions? Puis de challenger un peu ça. Ça a pris du temps pour Red Hat de définir ça. Red Hat a travaillé sur définir les valeurs et les principes il y a très longtemps, parce que l'entreprise était devenue trop grosse. Et que les premiers trouvaient que les gens qui arrivaient, il y avait un risque que ça change la culture. Et que, du coup, ils se sont dit, en fait, il faudrait définir c'est quoi cette culture, en fait, parce que ça change la culture, mais c'est quoi la culture? Donc ils ont fait ça. À l'époque, l'entreprise venait de passer les 500 personnes. C'était compliqué de discuter pour définir les valeurs et les principes. Parce que quand on est 500, c'est pas facile. Mais en fait, on peut discuter à 500. D'ailleurs, on continue à discuter. Il y a une mailing list où tout le monde est inscrit par défaut. En fait, on ne peut pas se désinscrire en vrai. Et vous pouvez ne pas la lire, hein, mais... Et du coup, on discute de ça. Et ça a permis de définir ses valeurs et ses principes. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui sont volontaires pour faciliter la discussion et faire qu'on arrive à quelque chose à la fin. Ça demande un petit effort, ça ne se fait pas tout seul. Mais moi, si je veux faire ça tout seul dans mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire? Comment moi, je m'applique les valeurs et les principes? Si moi, je veux faire de la transparence, qu'est-ce que je peux faire? Si j'applique la transparence, si je veux définir ce que je peux faire, il y a un exercice que j'aime bien, c'est de décrire ce que je veux faire. Il y a un exercice qui est le Best Possible Self, où je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir à écrire ce que je veux, qui je veux être. C'est quoi le meilleur moi possible? Et sur une quinzaine de jours, je peux écrire ça. Ça peut être un exercice marrant à essayer. Du coup, je peux me poser la question, la transparence, c'est quoi pour moi? Ça peut être rendre mon travail visible. Rendre mon travail visible, c'est quelque chose que je peux faire facilement. Et vous le savez, vous êtes agiliste, donc vous savez comment on peut rendre le travail visible. On peut utiliser un Kanban, faire plein de choses.
Où je peux définir mes objectifs. C'est quoi mes objectifs? C'est quoi les résultats que je veux atteindre? Comment je les mesure? Je peux partager ça avec les autres. Et partager ça avec les autres, ça veut dire déjà que je vais aller voir d'autres personnes pour en discuter. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut générer plein d'autres conversations. Du genre, ah bah oui, ça c'est intéressant comme sujet, et en fait je peux contribuer, je peux t'aider à faire ça. C'est pas mal. Ou, ah ouais, en fait ça c'est marrant parce qu'il y a machin là-bas, il travaille sur la même chose. C'est intéressant de le savoir. Parce que du coup on pourrait faire des choses ensemble. Donc quand on rend ses objectifs et les résultats qu'on veut atteindre visibles, on peut voir d'autres choses. Aller parler à d'autres, c'est inclure d'autres perspectives, c'est trouver ces différents feedbacks. Un exercice à essayer là-dessus, quand on commence à parler aux autres, c'est la matrice des principes. C'est un exercice que j'aime bien, parce que la matrice des principes, c'est regarder si on est d'accord ou pas avec des principes, et si on les applique ou pas. Alors moi, j'aime bien le faire avec les principes de management de Deming, parce qu'ils sont datés, ils sont un petit peu vieux, hein, mais en même temps, ça reste quand même très très vrai. On peut le faire avec les principes du manifeste agile, si on veut. Appliquer, pas appliquer. Ce qui est aussi important, c'est prendre soin des gens dans votre équipe. Mathieu nous écoute. Prendre soin des gens de votre équipe, c'est pas forcément leur faire des blagues, c'est commencer à les connaître. Il y a des exercices super pour connaître les gens. Alors on peut leur parler, on peut aussi les écouter. Et commencer à comprendre, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi ce qu'ils veulent accomplir, c'est quoi les résultats qu'ils veulent accomplir. Et faire ça, c'est un vrai premier pas vers les autres, et un vrai premier pas passionnant. Et en fait, ça change nous-mêmes, ça change un peu les autres, parce que quand on change un peu soi, on change beaucoup les autres. Et ça permet d'étendre ça un peu plus largement. Quand on commence à faire ça avec plus de monde, ça veut dire qu'on peut commencer à mettre en place ces boucles de feedback qui nous permettent de nous adapter. Puis nos revues sur nos produits ou nos rétrospectives, qui sont des pratiques que j'aime bien, elles sont plus intéressantes parce qu'on dépasse la couche de trucs hyper importants, du bruit de la climatisation, de la couleur de la moquette, mais à toucher des choses qui sont plus du domaine de la relation entre les personnes et de qu'est-ce qu'elles veulent faire et comment elles veulent travailler. Alors, il y a plein d'exercices de rétrospective que vous connaissez tous, et je vous encourage à les partager, à les discuter. Moi, j'aime bien faire des timelines. J'aime bien faire des timelines parce que le temps, c'est la flèche. Quand on fait des timelines, ce qu'on voit, c'est que les gens se rappellent vraiment bien des trucs qui viennent de se passer. Et ils sont capables de dire si c'était très positif ou très négatif, si on utilise l'axe vertical comme étant quelque chose qu'ils ont ressenti positivement ou négativement. Ça génère d'ailleurs des discussions super intéressantes, parce que généralement la personne qui met le ticket sur la timeline au départ n'a pas vraiment réfléchi à est-ce que c'était positif ou négatif. Et il y a des gens qui essayent de le descendre plus bas, puis il y a des gens qui essayent de le remonter en disant non, c'était vachement bien. Vachement bien, l'autre a beaucoup souffert, mais c'est comme ça. Et puis ça nous dit aussi autre chose, c'est qu'on se rappelait bien de ce qui vient juste de se passer, mais pas beaucoup de ce qui s'est passé il y a longtemps. Et ça nous dit aussi un truc intéressant sur c'est quoi le rythme de rétrospective qu'on devrait avoir. Donc c'est un des moyens, une des rétros qui permet parfois d'augmenter le rythme des rétrospectives. Donc c'est un petit exercice à essayer. Et avec ça, on peut collaborer. Et comme on se rappelle que les valeurs et les principes, c'est important, on peut définir les accords de l'équipe. Comment on travaille ensemble? Et la collaboration, ça vient là, avec des accords d'équipe. Un exercice que j'aime bien, quand on travaille avec une équipe, c'est le baromètre de l'équipe. Celui-là, c'est un vrai.
C'était une équipe avec laquelle on se rencontrait tous les trimestres. C'est une équipe distribuée, ils sont partout dans le monde. Donc on s'était rencontrés à Tel Aviv et là on se rencontrait à Vancouver. Et c'est marrant quand on fait le baromètre de l'équipe, c'est que les gens tracent des lignes et ils racontent une histoire en même temps qu'ils tracent la ligne. Et il y a des gens, il se passe vraiment des trucs dans leur vie où ça se passe pas très bien. Il y a des gens, ça se passe vraiment pas bien du tout pour eux, pendant longtemps. Et c'est quand même vraiment intéressant de partager ça, de se rendre compte de ça. Il y a des gens dans l'équipe pour lesquels c'était vraiment difficile. Et on peut du coup en discuter un peu plus. Ça, c'est un exercice facile à faire aussi. Et avec ça, on peut commencer à se dire, j'ai un but partagé, on a un but. On a un vrai but ensemble, on a des valeurs et des principes partagés, on forme une communauté. C'est autre chose d'être une communauté. Et en faisant tout ça, j'ai pas dit que ça allait être super facile. Hein. Ça va quand même frotter un peu dans votre équipe. Surtout si vous avez inclus différentes perspectives et que vous n'êtes pas tous pareils. Et de ces frottements font naître de la créativité, de l'innovation. C'est comme ça. Et c'est comme ça que vous aurez changé votre équipe de l'intérieur. Eh oui. Bon. Alors du coup, il nous reste un peu de temps pour des questions. Et vous avez des questions? Ouais. Alors du coup, pour vous aider à avoir d'autres questions, je vais même... Hop. Tiens, quand tu lui amènes le micro, tu peux lui donner ça? Ah. Mais c'est bien, j'en ai d'autres, hein, pas de problème. Par rapport à ce que vous avez dit, comment vous allez faire pour l'intégration avec IBM, avec ces méthodes-là? Alors ça, c'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Vous vous rappelez du point sur la transparence dans les limites de la loi? Ok, on le touche justement là. Donc pour toutes les questions qui sont en rapport avec cette question, c'est redhat.com/investors. Vous avez toutes les réponses là. Je ne peux pas parler de ce sujet. Alors, donc ça c'était la version officielle, c'est enregistré. Donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Non, sérieusement, comment on va faire? Je pense que IBM n'a pas mis 34 milliards pour acheter une marque et un logo, et comme c'est la seule chose qu'on possède, puisqu'on fait de l'open source, j'imagine qu'ils vont prendre soin des gens. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire, on va aussi prendre soin de cette relation. Je ne peux pas aller vraiment plus loin que ça. Juste, j'avais une petite question sur le coût des core reviewers avec les +2. Je voulais savoir comment ça avait fini en fait. C'est pas encore fini, heureusement. D'accord. Alors, c'est pas encore fini. Et ce grand projet est composé de plein de petits projets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les plus petits projets ont trouvé des stratégies pour résoudre ce problème. Sur certains petits projets, ils ont nommé d'autres core reviewers, plus de core reviewers, pour réduire l'effet de bottleneck. Sur certains projets, en fait, quand on regarde la liste des reviewers, on se rend compte qu'ils sont tous core reviewers. Parce qu'ils ont radicalement simplifié le problème. Sur certains projets où vous avez un petit peu peur des choses, ils ont redéfini les modules pour rendre le projet plus extensible, plus facilement extensible, ce qui fait que les contributeurs qui seraient tentés de détourner le projet n'ont pas besoin, puisqu'en fait, il suffit juste qu'ils créent un plugin pour leur solution de stockage, par exemple, ou pour leur matériel spécifique de réseau, etc., pour pouvoir étendre le projet. Mais on voit qu'en fait, ils ont essayé de contourner ce problème de bottleneck. Il y a d'autres projets, malheureusement, où ils n'ont toujours pas trouvé l'issue, et ils sont toujours vraiment ralentis. Et c'est difficile de leur dire mais faites comme les autres, là. Donc, concernant la notion de valeurs et principes, ne pensez-vous pas que dans les grands groupes industriels, il y ait un décalage entre les valeurs et principes du top management et les valeurs et principes
de la base Euh, qui, au niveau, par exemple, recrutement, peut, je dirais, empêcher le recrutement de personnes qui font avancer. Oui, alors, ça me fait penser à plein de choses, votre question, donc on pourrait en débattre pendant longtemps. Ça me rappelle un truc, c'est pas des exhortations. Les choses qui sont écrites sur les murs, on doit les écrire parce que on les vit. Et on constate qu'on vit comme ça. La liberté, par exemple, c'est clair que dans l'entreprise où je travaille, oui, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on définit aussi d'autres choses pour aider les gens. Mais, si je travaillais chez Enron avant 2001, malheureusement, bon, pour les plus jeunes d'entre vous, c'était une entreprise dont une des principales valeurs était l'intégrité. Il est apparu que ce n'était pas complètement vrai. Donc, en effet, si vous écrivez des choses sur les murs mais que vous ne les vivez pas, et que vous ne les appliquez pas à vous-même, y compris quand vous êtes le CEO, etc., personne n'y croit. Hein. Cette dissonance, elle n'est pas très bonne. Et ça crée énormément de désengagement, forcément. Donc c'est mieux d'écrire les valeurs et les principes basés sur ce qu'on vit vraiment. Mais du coup, il faut être aussi confortable pour pouvoir dire aux gens, mais attends, quand je vous dis que les gens nous disent on n'est pas transparent, c'est parce qu'il y a des ingénieurs dans l'équipe qui vont dire, mais attends, c'est quoi cette décision-là? D'abord, c'est débile, et en plus, vous avez pris ça, vous avez décidé ça quand? Il faut que les gens puissent se sentir assez libres pour dire, non mais ça, on va pas le faire. Hein. Ou questionner pourquoi on a pris cette décision. Tout ça, ça n'existe pas. Ouais. Il y a tellement de fils qu'on pourrait tirer sur cette question que Moi, j'avais une petite question. Quand vous parliez dans l'open source de limiter le périmètre à un problème à résoudre, je trouvais ça très intelligent. Et juste après, vous avez parlé de l'extensibilité. Ah, vous êtes là? Ah, je suis là. Je ne voyais pas. Je suis pas habitué à parler avec un micro. Donc, vous parliez de l'open source et du fait qu'il fallait limiter le périmètre à un problème à résoudre. Et juste après, vous avez parlé de l'extensibilité qui était nécessaire. Et c'est là où j'ai pas tout... Si je limite le périmètre de quelque chose, je vais frustrer les gens qui voudraient utiliser ce projet pour faire autre chose. Si je permets l'extensibilité, ça veut dire qu'ils peuvent créer un plugin qui va résoudre leurs problèmes en relation avec le premier projet. Mais je ne change pas mon premier projet. Donc en fait, ce qu'on est en train de définir, c'est des choses qui sont extrêmement modulaires. Et on peut même avoir des projets qui rentrent en compétition les uns avec les autres, qui essaient de résoudre le même problème. Et on a des projets comme ça qui existent depuis des années et qui ont leur communauté d'utilisateurs et de contributeurs qui résolvent des problèmes similaires, mais pourtant qui continuent à exister, et ce n'est pas un problème. C'est l'adoption, l'utilisation, les contributions qui vont faire qu'un projet va continuer ou pas, et c'est pas grave. Ce qui est pratique aussi, si on réfléchit dans un système d'information, c'est que ça voudrait dire que je pourrais remplacer une fonction qui est faite actuellement par un logiciel, par un autre, qui pourrait avoir, je sais pas, une interface meilleure, ou pour d'autres raisons, une performance meilleure, enfin la raison qui voudrait, plus facilement, si je réfléchis avec cette forme modulaire. Ouais? C'est une dernière question? Encore une? Je voulais revenir sur l'histoire des poids là, pour les votes. Enfin, pour le Covid. Je pense que dans une entreprise où on est un peu pyramidal, quand on va vouloir passer à quelque chose qui est beaucoup plus agile, mais ça paraît compliqué de passer directement, donner le même poids à tout le monde. C'est vraiment un pas qui paraît énorme en fait. Mm-hmm. Et pour gérer ça, pour gérer une transition, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des exemples de façons de procéder pour gérer cette transition sans que ça désorganise en fait La question, c'est est-ce qu'elle est organisée au départ? C'est-à-dire, si on se pose la question comment on passe d'un modèle décentralisé, d'un modèle centralisé à un modèle décentralisé, forcément, probablement, on va y aller par étapes. La recommandation ne serait de pas changer tout d'un coup, d'y aller petit pas par petit pas. Et si vous avez un projet sur lequel les gens peuvent contribuer et sur lequel c'est une collaboration par les pairs, vous ne prenez pas le risque de tout votre système d'information. Donc vous avez un endroit plus raisonnable pour tester. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne va pas nécessairement vouloir contribuer. Il n'y a que les gens qui ont besoin de contribuer qui vont contribuer.
à améliorer l'interface. Et puis ça va vous permettre de définir quel type de principe vous devez adopter et d'avancer petit à petit. Moi je dirais, il faut commencer petit, ce serait la meilleure chose. Mais en se rappelant que la centralisation, ce ne sera jamais une bonne option pour l'auto-organisation. Ouais. Et merci à tous.